Emmanuel Vargon, bonjour. Bonjour Olivier Auguste. Le budget 2022 a été présenté cette semaine. Le dispositif MaPrimeRénov' pour faciliter l'isolation des habitants est reconduit. C'est probablement la mesure la plus visible en ce qui vous concerne. Beaucoup de moyens donc pour rénover les logements, pour rénover les bâtiments publics aussi. Est-ce que c'est pas une façon un petit peu de détourner l'attention de la construction? Vous l'avez reconnu vous-même récemment, on manque de logements beaucoup et notamment dans les zones tendues. Il y a moins de mesures visibles là-dessus. Alors, ce qui marche n'est pas une manière de détourner l'attention sur les sujets sur lesquels il faut encore qu'on progresse. La rénovation énergétique des logements, on en a absolument besoin. D'un côté pour la planète, puisque le bâtiment c'est un quart de nos émissions de CO2, et pour le pouvoir d'achat, puisque vous le savez que les prix de l'énergie augmentent. Et face à l'augmentation des prix de l'énergie, on a une mesure sociale, le chèque énergie, mais la vraie réponse, elle est dans les travaux, dans la rénovation. MaPrimeRénov', nous l'avons lancé 1er janvier 2020, donc en pleine crise sanitaire. Elle a bien marché en 2020 avec 200 000 dossiers et elle explose en 2021. Nous allons faire 800 000 dossiers. Vous avez un objectif pour l'année prochaine? L'objectif 2021, c'était entre 400 000 et 500 000 et on en fera 800 000. En 2022, on pense être à peu près en régime de croisière, donc également 800 000, c'est l'ordre de grandeur. Nous avions prévu de financer 2021 et 2022 sur les crédits du plan de relance. En fait, nous aurons consommé en 2021 toute l'enveloppe du plan de relance et nous faisons un très bel effort budgétaire puisque ces crédits vont rentrer dans ce qu'on appelle la base budgétaire, c'est-à-dire dans la maquette, le budget classique qui est reconduit d'année en année. Chaque année. Et nous mettons 2 milliards l'année prochaine, et donc les années d'après, en tout cas dans la maquette de base, sur MaPrimeRénov', ce qui va donc vraiment permettre de d'accélérer les travaux. financer combien de dossiers? Ça permet de financer à peu près ces 800 000 dossiers, c'est l'ordre de grandeur. Donc ça c'est pour la rénovation, la construction c'est plus compliqué? Alors la construction c'est plus compliqué, moi c'est une préoccupation depuis que je suis arrivée au ministère, et au printemps dernier, voyant que le trou dans le volume de construction ne s'arrangeait pas, c'est-à-dire on a eu moins de construction en 2020, moins de permis de construire et moins de mise en chantier. C'était difficile de faire la part des choses entre les élections municipales, la crise Covid et une tendance de fond. Les élections municipales, traditionnellement, ça a ralenti la délivrance de permis de construire? Les élections municipales, ça ralentit toujours parce que l'équipe sortante ne délivre pas des permis juste avant de partir et l'équipe entrante prend toujours un peu de temps pour regarder les dossiers avant de prendre ses marques et reprendre des décisions. Lorsqu'il se passe 4 mois entre le premier tour et le deuxième tour, au lieu que tout ceci se passe en 3 mois, ça se passe plutôt en 9. Mais en tout cas, ça n'a pas redémarré. Et du coup, face à ça, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Je me suis rendu compte que c'était à la fois un problème économique, notamment du côté des élus, qui considèrent que l'équation économique n'est plus là pour qu'ils financent de la construction, et un problème politique. Et donc, j'ai proposé au Premier ministre, qu'il a accepté, de confier à un grand maire, bâtisseur, François Rebsamen, une réflexion sur le sujet. Alors justement, il vient de vous rendre ses propositions, François Rebsamen. Qu'est-ce que vous allez en retenir? Il insiste notamment sur des mesures fiscales, alors un petit peu complexes, mais au bénéfice des communes pour faciliter la mise en route de logements sociaux notamment. Est-ce que vous allez valider ces propositions? Alors il a travaillé vite, puisqu'il a commencé en juin et il nous a remis ses propositions il y a quelques jours. Ce ne sont pas les propositions d'une personne, mais d'un groupe. Il a associé des élus locaux, des parlementaires, des acteurs de la construction. Il propose des choses qui pour moi sont utiles, qui vont dans le bon sens et que nous allons très largement reprendre. Et le Premier ministre s'exprimera sur ce sujet au congrès de l'USH, donc au congrès des HLM, la semaine prochaine à Bordeaux. Après Paris et Lille, les agglomérations de Bordeaux, de Lyon, de Montpellier ont l'intention d'encadrer les loyers. Alors ça a un effet à court terme, mais les économistes mettent en garde, ça finit généralement par décourager certains bailleurs et par raréfier l'offre de logement ou par dégrader leur état. Vous êtes quand même favorable à cette mesure? Moi, je suis favorable à l'encadrement des loyers, parce que l'encadrement des loyers, c'est juste limiter la hausse. Donc ça veut dire que la rentabilité actuelle n'est pas menacée, c'est juste que quand on change de bail, on fait attention à la progression maximale du loyer d'un bail au bail suivant. Donc vous pensez qu'on peut éviter ces effets pervers? Moi je pense que ce n'est pas la panacée, c'est-à-dire que le seul encadrement des loyers n'enraye pas le déséquilibre entre l'offre, qui ne suffit pas, et la demande qui reste très forte. Donc la clé c'est la construction, mais que dans une période d'emballement à la hausse, cet encadrement des loyers, ça peut permettre
d'améliorer les choses le temps qu'on relance la construction. C'est pour ça que j'y Donc suis vous voyez ça favorable. plutôt comme une mesure temporaire? Je vois ça plutôt comme une mesure, oui, qui doit durer ou qui peut durer quelques années et qui permet de passer une période difficile. D'ailleurs, c'est une expérimentation, l'encadrement des loyers. Elle sera évaluée dans 3 ans. Et donc on verra à ce moment-là l'impact à la fois sur les loyers eux-mêmes et sur le marché immobilier. Alors vous publiez Bienvenue en politique, un livre dans lequel vous rappelez votre attachement à la gauche réformiste. Vous parlez de solidarité, de jeunesse notamment. La majorité a besoin d'une piqûre de rappel sur ces idées? Bienvenue en politique, ce livre, c'est à la fois un témoignage personnel sur mon parcours et puis aussi poser quelques idées sur la table en matière d'engagement. Témoignage personnel parce que c'était important de rappeler que j'ai été longtemps haut fonctionnaire engagée sur les sujets de solidarité notamment et que haut fonctionnaire versus femme politique, c'est vraiment très différent, d'autant plus que je suis entrée en politique au moment des Gilets jaunes. Après, cette voix, elle est très présente dans la majorité en réalité. Nous sommes plusieurs à avoir ce parcours, soit un parcours de société civile vers la politique, plutôt issu de la gauche réformiste, soit un parcours politique de personnalité venant de la gauche. Et je pense que c'est important d'exprimer que ces valeurs sont là dans la majorité présidentielle, que nous portons un projet qui rentre dans le dépassement souhaité par le président de la République, mais qui s'incarne sur la solidarité, sur l'écologie et sur un sujet qui me tient à cœur, l'aménagement du territoire, parce que je crois que c'est le sujet de demain. Mais est-ce que le mandat d'Emmanuel Macron est trop à droite à vos yeux, ou est-ce que vous craignez que le prochain éventuel le soit? Moi, c'est plutôt vers l'avenir que je me projette. D'abord, on a fait beaucoup de choses dans ce champ pendant ce mandat. Je voudrais citer la prime d'activité. J'y suis sensible parce que je l'ai créée en réalité avec le RSA activité il y a un peu plus de 15 ans maintenant avec Martin Hirsch. Et cette prime d'activité qui fait que le travail paye, parce que c'est la meilleure mesure pour faire que les Français qui travaillent gagnent toujours plus quand ils travaillent que quand ils sont simplement financés par la solidarité nationale. Nous avons multiplié par 2 l'enveloppe de la prime d'activité, passée de 5 à 10 milliards d'euros, c'est très très significatif. Et c'est aussi un appel à continuer. Et moi, je me retrouve par exemple dans les propos du président de la République de juillet dernier sur le revenu d'engagement. Le gouvernement est en train d'y travailler. C'est important de continuer à soutenir les jeunes. Donc c'est une volonté politique d'être présent. C'est pas une crainte, mais c'est normal de vouloir se battre pour ces idées. Plutôt sur le côté droit de la majorité, je pense à Édouard Philippe notamment. Est-ce qu'il y a une volonté de faire contrepoids? Alors moi, je suis membre d'un parti, un vrai parti politique qui s'appelle Territoire de Progrès, qui fait partie de l'aile gauche de la majorité, donc qui soutient sans aucune ambiguïté le président de la République, qui soutient son action aujourd'hui et qui soutiendra sa réélection s'il est candidat. Et après, ce pôle-là doit pouvoir mettre sur la table des idées qui feront partie des idées de campagne. Et puis le président de la République fera sa synthèse et son propre dépassement. Et nous serons bien évidemment dans une majorité parlementaire qui le soutiendra. Le mouvement En Commun de Barbara Pompili prétend lui aussi incarner ce macronisme de gauche. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup de monde pour un gâteau pas si gros que ça? D'abord, je pense que c'est bien que plusieurs sensibilités politiques s'expriment. Et on a beaucoup de points communs, si je peux dire, avec En Commun. Et par ailleurs, moi, je travaille en proximité avec Barbara Pompili. En Commun porte l'écologie de gouvernement, ce qui est important. Montrer que nous sommes capables d'aller vers des vraies ruptures écologiques. Nous en avons besoin. Nous avons besoin d'une transformation très forte, mais montrer aussi qu'on le fait en emmenant tout le monde. Et donc, ce sont des valeurs d'En Commun, ce sont des valeurs de Territoire de Progrès. Donc vous n'êtes pas en concurrence. C'est aussi pour ça qu'on est tous dans la même majorité. Il n'y a aucune ambiguïté. Nous sommes dans une majorité de projets et de gouvernement qui soutient le président de la République. Et après, chacun, forcément, met sur la table ses propres idées, un peu comme le MoDem, Agir et le parti à venir d'Édouard Philippe. Est-ce que toutes ces manœuvres, je mets ça entre guillemets, ont un sens, alors qu'on sait bien que sous la Ve République, et particulièrement avec Emmanuel Macron, finalement, la ligne politique de la majorité, c'est celle du président. C'est lui qui décide seul. Et la question, c'est de se battre pour ces idées et faire en sorte que ces idées progressent. Ces idées, elles sont incarnées par un homme, le président de la République, qui l'a fait remarquablement bien pendant ce mandat et j'espère qu'il le fera pendant un deuxième mandat. Derrière, il y a un projet
Et c'est bien, la campagne présidentielle, c'est aussi le moment où on débat d'idées. Quels sont les sujets les plus prioritaires pour les Français? Pour moi, par exemple, la remise en mouvement de l'ascenseur social, la mobilité sociale, que cette mobilité sociale reprenne, qu'elle soit possible, c'est un sujet important. C'est très cohérent avec ce que dit le président de la République, qui a toujours parlé d'émancipation, de lutte contre l'assignation à résidence. Après, comment on le formule, quelles conséquences on en tire, quelles propositions on fait? On est dans notre rôle de responsable politique de mettre ces idées sur la table maintenant. Vous affirmez votre intention de vous frotter au suffrage universel. Est-ce que vous avez trouvé une circonscription pour les législatives de l'année prochaine? Alors d'abord, je suis passée à l'acte puisque j'ai été candidate aux élections régionales en Île-de-France. J'étais en binôme avec Laurent Saint-Martin à la tête de la liste dans le Val-de-Marne et j'ai été élue. Donc je siège maintenant comme conseillère régionale d'opposition au Conseil régional. C'est mon premier mandat, c'est ma première élection. Et ce que, effectivement, je ressens, c'est que quand on fait de la politique, c'est le suffrage universel fait partie de la vie politique et est indispensable pour la légitimité qu'on peut porter. Et voilà, j'en suis pas plus loin pour l'instant. Comme vous le disiez, beaucoup de sujets sur le logement, la construction, la rénovation. Donc, mais les législatives, c'est quelque chose que vous avez en tête? C'est quelque chose que je vais regarder, mais c'est pas tout de suite. Un dernier mot, votre téléphone portable fait partie de ceux dans lesquels on a trouvé des traces du logiciel espion Pegasus. Est-ce que vous confirmez cette information de Mediapart et quelles leçons en tirez-vous? Alors, mon téléphone a fait partie de ceux qui ont été regardés par l'Agence de sécurité des systèmes d'information. Moi, je n'ai pas de retour encore de l'enquête, donc je ne peux rien confirmer à ce stade. Quelles mesures vous avez prises? J'ai pris les mesures de sécurité qui ont été recommandées par l'ANSSI. J'ai changé de téléphone, par exemple. Après, voilà, je ne sais pas très bien ce qui s'est passé, mais en tout cas, je suis ravie que ceux qui m'aient écouté soient incollables en ma prime rénov. Merci beaucoup, Emmanuelle Wargon. Merci.